C'est D'accord. parfait. D'accord. Bon, on se donne dans quoi? Dans 5 minutes, on démarre quand il y a du Oui. monde là? Il y a déjà un peu de monde? Alors, voilà, c'est ça, hein. Donc, je veux dire, là, on a déjà inscrit, je ne sais pas combien, y a-t-il tout à l'heure? Sur Zoom, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. D'accord. Ouais. On appelle 5 personnes pour le. 5, tout le monde, c'est l'équipe commission formation. Non, oui. Plus l'intervenant. Non, c'est le. On dit à 10, on C'est démarre. des gens de qualité. Voilà, là, je ne te contredis pas, Souad, hein. C'est les fidèles. Bonjour Ashraf. Bonjour Ashraf. Bonjour Ashraf. Bonjour Ashraf. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Comment ça se présente déjà? Tranquille, bien, la connexion elle est excellente. Il y a pas de souci par rapport à ça. Et ben voilà, Julien est avec nous. Voilà, on attend que les personnes, on est bien préparé là. En tout cas, si vous avez besoin de soleil, je vous envoie un peu. Je pense Voilà, qu'ils les en ont en températures. ce moment. Je pense qu'ils en ont en ce moment. Il fait beau apparemment en France. Driss, Ouais. de quel temps, Paris? Ah, il fait chaud. Il fait chaud. Hier, il faisait super beau. On avait un super soleil, un super ciel bleu. Et là, aujourd'hui, on a moins de soleil, mais il fait chaud. Parfait. Nous, ici, on frôle les 40. Ah oui, là, non, on est à 32 quand même. 30. 32. Ah là Ouais, là. Ouais. 32, c'est exceptionnel en France là. Ouais. Ça a l'air. Bon, ça va. Sur Casablanca, tout se présente bien. Très bien. Moi, je suis sur Rabat. Rabat, Très ouais. bien. Ouais. D'accord. On est confinés. Nous, on a passé là. On sort du confinement, donc les choses reprennent peu à peu, tout doucement. Ouais. Oui, justement, on suit tout ce qui se passe en France. Et on se dit bientôt, ce sera notre tour. Ah bah oui. Patience. Voilà. C'est ça. Sinon, Alors, Julien, la est-ce que vous fiscalité, pouvez ça, vérifier Dites-moi, pardon? la fiscalité, ça se confine pas? Non, on est présent sur. Qu'importe l'évolution de l'économie, on est présent vraiment quand elle est tendance haussière ou à la baisse, hein. Franchement, on est toujours là parce qu'il y a toujours des optimisations à faire. D'ailleurs, si vous avez des restructurations internes en entreprise, c'est le moment, hein. On Oui. arrive à obtenir des valeurs assez basses, ce qui permet de limiter tout ce qui va être impôt sur la plus-value ou droit d'enregistrement. D'accord. Ouais. C'est des bons conseils, ça. Yep. Bon, par contre, on ne sait pas trop. On est bon? Oui, c'est Oui. bon. Ok. Non, par contre, en termes de valorisation, on ne sait pas trop où on va avec la crise actuelle. Oui. Voilà, Comment- excuse-moi, sur Facebook, on est à 31 vues. Il y Oui. a 31 personnes qui nous accompagnent là. D'accord, bonjour à tous. Voilà, donc alors sur Zoom, je vois pas beaucoup de monde sur Zoom. J'espère qu'il n'y a pas de souci de connexion ou un problème de lien. Les gens, quand ils entendent parler de déclaration, ne sont pas très C'est pas chauds. très chaud, n'est-ce pas? Pourtant, j'ai mis des petits schémas. J'essaie de rendre ça agréable. Pas des effets.
Kautsar, j'ai remarqué par contre que quand je voulais désactiver ma vidéo, je perds l'écran. Je sais pas pourquoi. Tu vois, Vas-y, essaye de voilà, désactiver la. voilà. Quand j'arrête, c'est bon, ça marche maintenant. Ça marche. Mais Julien, là, je pense que tu n'es plus en partage parce qu'on voit plus ton écran. Ah, attends, Oui, il n'a pas mis la vidéo, c'est pour ça. Je vais le remettre. Partager l'écran. Voilà. Driss, Voilà, ça devrait être bon pour vous, là. Oui. Oui, c'est bon. moi, je vais désactiver ma caméra. Ben voilà, ça reste visible. Driss, est-ce que Oui. tu peux relancer la communication dans les groupes WhatsApp? Ok. Parce que là, c'est bizarre, il y a qu'une seule personne bon, honnêtement, il n'y a que 5 personnes. Après, c'est un sujet qui concerne principalement les résidents fiscaux en France, hein. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, justement. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de diffuser ça aussi sur vos réseaux, vos Facebook et réseaux français. Je diffuse aussi sur les groupes. Fuad, je ne sais pas si tu es connecté sur Facebook. Bah, on a Oui, déjà quelques questions là, sur Facebook. Je ne sais pas si tu peux jeter un coup d'œil. Tu me parles à moi? Non, je m'adressais à Suad parce qu'il Ah, il d'accord. a accès à Facebook. Il y a des questions. Je me demandais D'accord. s'il pouvait jeter un coup d'œil. Ah, de noter les questions, c'est ça? Voilà, pour voir s'il peut, voilà, si c'est opportun d'y répondre tout de suite ou je sais pas. De toute façon, voilà. Et faire attention dans un premier temps. oui. Donc, moi, je vois juste une personne qui demande, Monsieur Salah El Khalil, c'est les revenus marocains ou français? Là, on va se consacrer uniquement aux contribuables français, hein, pour cette session. Oui, exactement. Voilà.
Il est 14h06. Moi, je pense qu'on pourrait commencer. Oui. Tout le monde est d'accord? On est une trentaine sur Facebook, donc je pense qu'on peut commencer. Ok, très bien. Tout le monde est d'accord? Ok, comme ça? Si, bien sûr, bien sûr. C'est à vous, c'est à vous. Moi, je suis en régie en arrière. Très C'est bien. vous qui vous avez les commandes. Très bien, ben on y va. Très bien. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Le Club des dirigeants Maroc-France vous souhaite la bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. La thématique du jour qui va être présentée par Julien Darras est liée à la fiscalité et notamment à la déclaration des revenus 2019. Donc, je rappelle les règles de bon fonctionnement. On pose les questions par le chat de l'application ou par Facebook ou par LinkedIn, ou on demande la parole en activant la main bleue sur l'application Zoom. Sans plus attendre, je vous propose à tous de rentrer dans le sujet et je passe directement la parole à Julien. À toi, cher ami. Merci Idriss. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des déclarations de revenus pour l'année 2019. Donc moi, je suis avocat au barreau de Paris. Cette session va concerner uniquement les contribuables qui sont en France et qui doivent déposer une déclaration des revenus en France. Ces contribuables peuvent avoir des revenus de sources françaises ou voire de sources marocaines. Je pourrai adresser vos questions de toute façon en fin de présentation. Et je vais commencer sans plus attendre avec le sommaire. On ait une idée plus précise. Je vais juste couper ma caméra pour éviter de consommer trop de bandes passantes. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais évoquer avec vous les nouveautés pour cette On année. n'entend pas très bien Julien. Ah, et là, vous m'entendez mieux? Est-ce que c'est mieux, Swad, là? Moi, je l'entends. D'accord. Bon, Moi, je t'entends très bien. Oui. d'accord. Ça marche. Ok. Donc, je vais évoquer les nouveautés pour cette année. Quelques points d'optimisation qui sont bons à connaître puisqu'il s'agit d'options à prendre lorsque vous déposez votre déclaration d'impôt d'ici le mois prochain. Et pour terminer, quelques points d'intention qu'il faut pas négliger, surtout pour cette année, notamment du fait de l'année blanche de 2018. Il y a des rattrapages qui peuvent être effectués sur le crédit d'impôt dont vous avez bénéficié l'année dernière pour annuler votre impôt. C'est des éléments à garder en tête. Alors, sur les nouveautés, du fait de la crise du Covid-19, on a eu la saison des déclarations fiscales qui a été ouverte avec un peu de retard. Donc, l'ouverture a eu lieu le 20 avril dernier. On a toujours 3 zones pour effectuer les déclarations et ces zones ont été modifiées. Alors, je songe notamment au département de la Manche, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne et de la Meurthe-et-Moselle. Donc, initialement, elles étaient aux zones 3, donc elles auraient dû déposer leur déclaration à la date du 11 juin au plus tard. Et du fait du réaménagement des zones, elles sont passées en zone 2 et donc elles doivent déclarer au plus tard le 8 juin 2020. Donc, très important pour éviter tout ce qui est pénalité de retard. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça n'a pas été forcément, il n'y a pas eu d'éclaircissement par le ministère de l'économie, c'est qu'on a eu un report des déclarations professionnelles, donc au titre des BIC, des BIC, des bénéfices agricoles, des revenus fonciers, pour le 30 juin 2020, soit après la date limite de déclaration des revenus personnels. Donc c'est assez compliqué de se dire on peut déclarer nos revenus professionnels d'ici la fin juin, mais on doit déclarer nos revenus personnels et qui doivent inclure nos revenus professionnels à une date antérieure. On n'a pas eu d'éclaircissement de Bercy sur ce point-là. Donc ce qu'il est recommandé, c'est de finaliser tout ce qui est déclaration professionnelle, donc des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles, des revenus fonciers le plus tôt possible, donc voir avec votre comptable
pour respecter donc, le calendrier initial afin de ne pas déposer tardivement la déclaration des revenus personnels. On peut imaginer déposer la déclaration de revenus professionnels sur la base d'une estimation pour ensuite préparer la déclaration personnelle et en cas de modification nécessaire, déposer une réclamation auprès de l'administration des impôts. Ça, c'est tout à fait faisable. Voilà pour les aspects donc, de formalité. Autre formalité, la déclaration automatique. Donc ça, c'est une nouveauté également. Elle vise à simplifier donc, le dépôt de la déclaration donc, des contribuables concernés. Donc ceux-là, en principe, ont reçu soit un email, soit un courrier de la Direction générale des finances publiques pour leur indiquer qu'elles sont éligibles. Donc, principalement, ce sont les salariés, les retraités et les personnes qui reçoivent des revenus donc, qui sont directement déclarés par les banques, donc des dividendes ou des intérêts. Tout ce qui va être profession indépendante sont exclus. Les personnes qui reçoivent des revenus fonciers également, parce que l'administration ne dispose pas des informations vous concernant. Donc, vous devez les déclarer. Pour ceux qui bénéficient donc de la déclaration automatique, vous n'avez rien à faire. Vous vérifiez que, et ça ressort du formulaire que vous voyez à votre droite, que les informations donc, sont justes et qu'il n'y a aucune modification à faire. Et dans la mesure où vous êtes satisfait avec les informations reportées, vous n'avez plus rien à faire. Celle-ci sera validée à la date limite du dépôt de la déclaration. Un point important à prendre en considération, c'est que sur vos revenus donc, de capitaux mobiliers, donc tout ce qui va être dividendes et intérêts, l'administration, avec la déclaration automatique, va appliquer directement ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire l'imposition au taux global de 30% de ces revenus capitaux mobiliers. Donc là, vous n'aurez pas la possibilité d'opter pour bénéficier du barème progressif de l'impôt sur le revenu si celui-ci s'avère avantageux. Donc il y a peut-être un élément de vérification à avoir en ce sens. S'agissant de l'option pour le barème progressif, pour tout ce qui est dividendes, plus-value et intérêt, je vais en parler juste après. Sur le PEA, alors un point intéressant, il y a eu un assouplissement de son fonctionnement qui a été mis en œuvre par le Parlement. Donc, pour tout ce qui va être gain sur retrait ou rachat d'un PEA avant 5 ans, donc on a toujours le PEA qui est clôturé, mais l'imposition est assouplie, en tout cas est allégée. Donc, comme vous voyez avant, on avait une imposition entre 19 voire 22,5%, plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Et depuis le 1er janvier 2019, on est à 12,8%. Donc, on a un alignement, on a de facto l'application de la flat tax de 12,8% au gain sur PEA. Bon, on a toujours la possibilité d'opter pour le barème progressif en fonction du montant du gain. Il pourrait être avantageux, donc, si on est sur des tranches basses du barème progressif de l'impôt, de bénéficier donc, du barème. Bon, à voir, j'en parlerai aussi juste après. Sur les actifs numériques, alors on a eu une évolution donc, de la fiscalité. Donc, actifs numériques, ça va être tout ce qui est principalement des bitcoins et des tokens. Donc, on a eu une évolution de la fiscalité à cet égard. Donc, avant, donc, on avait une distinction. Si l'activité était occasionnelle, on avait une imposition aux bénéfices non commerciaux, donc c'est-à-dire au barème progressif. Si on était sur une activité habituelle d'achat, cession d'actifs numériques, on était sur une activité donc, commerciale et toujours au barème progressif. Ensuite, on a eu une décision du Conseil d'État qui est venue rebattre les cartes, où on a distingué donc, les activités occasionnelles qui, celles-ci, sont soumises à un taux forfaitaire de 19%, plus 17,2% de prélèvements sociaux, avec la possibilité de bénéficier d'un abattement de 5% dès la 2e année de détention. Et ensuite, on avait également l'activité de minage qui était imposée dans la catégorie des BNC, donc du barème progressif avec le taux marginal de 45%. Et pareil, activité donc, habituelle
assujettis donc, aux bénéfices industriels et commerciaux, toujours au barème progressif. Et depuis donc, le 1er janvier 2019, on a les plus-values donc, occasionnelles sur ces cessions d'actifs qui ne sont plus imposées au taux de 19%, mais 12,8%. Donc, c'est vraiment un alignement global de la fiscalité des actifs numériques sur celle des dividendes, intérêts et plus-values. Alors, les opérations qui sont imposables, cela va être donc les cessions donc, d'actifs numériques, donc, par exemple de bitcoins contre de la fiat monnaie. Donc, donc on va dire ce sont des euros, des dollars, bref. Donc, c'est une monnaie qui a un cours légal. Ça va être l'échange d'un bitcoin, par exemple, contre un autre actif numérique. Pardon, ça va être l'échange d'un bitcoin contre un bien, mais qui n'est pas justement un actif numérique. Ça va être l'échange d'un bien contre un actif numérique, mais on va percevoir une soulte, donc c'est-à-dire une somme d'argent, dans la mesure où les deux biens échangés n'ont pas la même valeur. Ou également, on va avoir une imposition si on va échanger donc un bitcoin ou un token contre un service. Ça va être le cas. Par contre, si on a un échange de bitcoin contre une autre monnaie numérique, l'Ethereum par exemple, on ne va pas avoir de fiscalité, ça va se faire en neutralité d'impôt. Donc on va avoir un sursis d'imposition qui va être applicable, on n'aura pas de déclaration à faire. Mais pour les autres opérations, vous allez devoir déposer dès cette année la déclaration que vous voyez à ma droite, la déclaration 2086, où vous allez devoir renseigner un certain nombre d'informations afin de calculer la plus-value imposable ou alors la moins-value que vous aurez réalisée. Donc, la détermination de la plus-value est assez spécifique. Si vous avez des interrogations à cet égard, on pourra en discuter directement. Je vous donnerai les informations nécessaires. Alors, comme vous le comprenez, ce qui est important, c'est de pouvoir distinguer donc, les activités qui vont être qualifiées d'occasionnelles des activités qui vont être qualifiées d'habituelles. Parce que les occasionnelles donc, bénéficient du taux d'imposition de 12,8%. Alors... Julien, on ne vous entend plus. Ah, et vous m'entendez là? Et vous m'entendez? Julien? Ah oui. Attendez. Est-ce que c'est revenu? C'est bon, c'est revenu. C'est revenu, ok. Donc, je disais qu'il est important... Saad, pardon, monsieur Julien, Madame Oui. Saad, c'est à votre niveau, je pense. Hein, ça se passe très bien. Hein. D'accord, très bien. Okay. C'est à votre niveau. Donc, chez nous, ça va, ça marche. C'est bon. Je vais vérifier ma connexion. Très bien. Ok. Alors, je reprends. Oui, donc je disais qu'il est, comme vous comprenez, il est important de distinguer donc, les activités sur les actifs numériques qui sont dites occasionnelles et qui bénéficient d'un taux d'imposition réduit à 12,8%, des activités qui sont considérées comme étant habituelles et qui relèvent d'une activité commerciale. Alors, bien évidemment, les choses ne sont pas claires, sinon ça serait trop facile. L'administration fiscale ne va pas vous dire qu'est-ce qu'un opérateur avec une activité habituelle. Il y a une analyse à faire au cas par cas. Et ce qu'on va prendre en compte, ça va être les dates qui séparent les dates d'achat et de revente de l'actif numérique, le nombre d'actifs numériques qui ont été vendus ou encore les conditions de leur acquisition. C'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer si on applique le taux de 12,8 ou alors le barème progressif avec le taux marginal de 45%. Ça, c'était le premier point important. Deuxième point important, c'est les pièces justificatives. Il est important de conserver toutes les pièces justificatives sur l'acquisition et la cession de vos actifs numériques parce qu'en cas de question, l'administration va demander l'accès à ces documents afin de confirmer votre calcul de la plus-value imposable. S'agissant des réductions d'impôts, alors peut-être que certains d'entre vous ont été émus par l'incendie causé à la cathédrale de la Notre-Dame et ont effectué des dons donc, pour sa rénovation. Donc, le législateur a mis en place donc, une réduction spéciale pour l'année dernière qui est de 75%. Et qui concerne les versements uniquement aux organismes que je vous ai listés, en principe.
Donc, tout ce qui va être, donc ça va être bien évidemment le Trésor public, le Centre des monuments nationaux, la Fondation de France, Fondation du patrimoine et également la Fondation Notre-Dame. Les versements qui auraient été effectués à d'autres organismes ne seraient pas éligibles à la réduction d'impôt. Également, seuls les versements donc, qui étaient effectués pendant une période bien précise, donc, c'est-à-dire le lendemain donc, de l'incendie, soit le 16 avril 2019, jusqu'au 31 décembre 2019. C'est vraiment la période limite. Les versements, donc, eux, sont retenus dans une limite de 1 000 € et donc, de facto, la réduction d'impôt applicable elle sera plafonnée à 750 €. Les versements qui seraient supérieurs à 1 000 € ne sont pas perdus. Ils pourront bénéficier éventuellement de la réduction d'impôt générale que j'évoquerai un peu plus tard. Voilà, ça c'était l'ensemble des nouveautés pour cette année. Maintenant, je vais évoquer donc, les postes d'optimisation. Je vais me concentrer vraiment sur 3 postes. Donc, celui relatif donc, au rattachement ou au détachement donc, des enfants à charge. Le choix entre la flat tax de 30% et le barème progressif pour les revenus constitués par des dividendes, des intérêts ou des plus-values. Et enfin, les dons aux œuvres qui permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt d'impôt sur le revenu ou une réduction d'impôt au titre de l'impôt sur la fortune immobilière. Lorsque vous avez un contribuable qui relève de ces 2 impôts-là, on peut avoir une optimisation pour la réduction d'impôt. Alors, s'agissant du détachement ou du rattachement de vos enfants à votre foyer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, en principe, le foyer fiscal, il est constitué par donc, les 2 conjoints, si on est sur un couple marié, plus ses enfants mineurs qui sont à charge. Les enfants majeurs, en principe, ils sont imposables à partir de 18 ans, indépendamment du foyer fiscal des parents. Donc, il doit déposer sa propre déclaration fiscale. Sauf s'ils sont âgés de moins de 21 ans ou alors s'ils sont âgés de moins de 25 ans et qui poursuivent leurs études, ils peuvent être rattachés donc, au foyer fiscal de leurs parents. Et je suppose que vous l'avez déjà expérimenté. Alors, si ces enfants sont rattachés donc, à votre foyer fiscal, vous allez pouvoir augmenter votre quotient familial. Donc, pour les 2 premiers enfants, on a bénéficié d'une demi-part pour chacun, et à partir du 3e, on bénéficie d'une part en plus. C'est intéressant parce que le quotient familial vient limiter donc, la progressivité de l'impôt sur le revenu que j'ai représenté dans le tableau à droite. Donc, il vient finalement réduire les effets de seuil. Et donc, au lieu, donc, par exemple, d'être sur une tranche à 41%, en rattachant les enfants, et donc en augmentant le quotient familial, on pourrait redescendre à la tranche de 30% notamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, le quotient familial, l'avantage du quotient familial est plafonné donc, par la loi. Donc, il est à peu près donc, de 1700. Alors, pour 2019, le plafonnement est de 1 557 € pour chaque demi-part. Donc là, il y a une simulation à faire pour voir quel serait donc l'avantage constitué par le rattachement d'un enfant. D'autre part, donc, l'enfant majeur donc, est en principe détaché ou un enfant mineur peut être détaché. Un enfant mineur peut être détaché si notamment celui-ci réalise des revenus qui lui sont propres. L'intérêt du détachement, c'est la possibilité de déduire les pensions alimentaires qui lui sont versées. Donc, en principe, on peut déduire par enfant une pension alimentaire jusqu'à 5 947 €. Donc, finalement, on a 2 avantages qui s'opposent. On a la réduction d'impôt en cas de rattachement de l'enfant au foyer familial et on a la déduction des pensions alimentaires si on décide de les détacher ou en tout cas de les maintenir détachés s'ils ont déjà été détachés du fait de leur passage à la majorité. Alors, ce qu'on peut constater économiquement, c'est que des parents qui intègrent la tranche à 30% et qui peuvent donc justifier du paiement d'une pension alimentaire de moins 5 947 €, c'est-à-dire le montant maximum déductible, le gain est généralement supérieur
le gain du détachement est supérieur à celui du rattachement. Donc, il y a des simulations qui sont à effectuer suivant les deux options. Donc, ça se fait donc, à partir des simulateurs qui sont mis à disposition sur le site de l'administration fiscale, donc impôt.gouv.fr. Si vous avez des difficultés, on peut très bien en parler ensemble pour faire une petite simulation. Avoir son enfant qui est détaché du foyer fiscal ne pose pas du tout de complexité. Il faut juste solliciter donc un numéro fiscal pour celui-ci et ensuite il n'aura plus qu'à saisir sa déclaration des impôts sur son espace personnel impôt.gouv. Pareil pour ce qui est rattachement de l'enfant au foyer familial, pas de difficulté. Il suffit donc que les parents annexent à leur déclaration des impôts donc une attestation signée par l'enfant comme quoi il souhaite être attaché au domicile fiscal de ses parents. Et dans ce cas-là, on pourra faire masse justement de ses potentiels revenus avec ceux des parents et déclarer le tout au sein d'une seule et même déclaration. Donc, je voulais aussi ajouter un point, c'est que, outre la réduction d'impôt en cas de rattachement de l'enfant au foyer familial, donc qui est représenté par le quotient familial, on peut avoir aussi intérêt à garder son enfant à charge pour bénéficier de tout ce qui est réduction d'impôt pour frais de scolarité, pour l'abattement pour charges de famille, au titre de la taxe d'habitation. Donc c'est pour ça que la simulation doit être vraiment effectuée de façon globale lorsqu'on prend une telle décision. Juste Driss, Kautar ou Swat, si des internautes ont des questions, c'est peut-être plus intéressant donc, de les évoquer au fil de la discussion, parce que bon, j'ai les slides en face des yeux, donc n'hésitez pas. Hein. Oui, okay. Oui, bien sûr, on te fera part des questions. Pour le moment, on n'en a pas. D'accord, c'est clair alors. Maintenant, sur les revenus de capitaux mobiliers. Donc, le principe, depuis le 1er janvier 2018, c'est que les dividendes, les intérêts et les plus-values sont soumis à la flat tax, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu au taux de 12,8%, plus les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Sauf si le contribuable décide d'opter pour le barème progressif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette option est globale. Donc, si vous voulez opter pour le barème progressif concernant vos dividendes, il faut savoir que le barème va également s'appliquer pour vos intérêts et pour vos plus-values. L'option, elle va être valable uniquement pour l'année considérée. Donc, c'est-à-dire, si je décide d'opter au barème progressif pour l'année 2019, il va s'appliquer uniquement en 2019 et l'année suivante, je devrais faire une réévaluation pour savoir s'il est intéressant ou pas pour moi d'opter. Qu'est-ce que permet donc l'option? Donc, outre le fait d'être imposable au barème progressif, donc entre 0 et 45% au titre de l'année 2019, parce que le barème progressif a été révisé pour l'année 2020. Donc, s'agissant des dividendes, on a un bénéfice de 40%. Pour les plus-values, on peut bénéficier d'un abattement pour durée de détention allant de 50 à 85%, mais uniquement pour les titres qui ont été acquis ou souscrits dans le cadre d'une augmentation de capital avant le 1er janvier 2018. Les autres ne bénéficient pas en principe d'abattement pour durée de détention. On peut également donc, déduire tout ce qui va être frais et charges, donc frais de garde de titre, des dividendes ou des plus-values. Et d'autre part, on va pouvoir également déduire une partie de la CSG. Donc, rappelez-vous, la CSG de 17,2%, on va pouvoir la déduire en partie à hauteur de 6,8%. Donc, la déduction, elle ne se fera pas donc, cette année, ce sera l'année prochaine, parce que la CSG est déductible au titre de l'année à laquelle on la paye. Et donc, je vous ai représenté en dessous un tableau avec la colonne PFU, donc on est toujours au taux de 12,8% s'agissant des dividendes d'intérêt, et en fait les trois lignes que je vous indiquais, abattement de 50, 65% et 85%, il s'agit des plus-values. Et à droite, les taux du barème progressif pour qu'on puisse voir dans quelle mesure l'option pour le barème progressif serait intéressant. Alors ce qu'on constate,
c'est que le PFU est en général plus intéressant. Le PFU, donc la flat tax au taux de 12,8%, est plus favorable que le barème progressif, sauf pour les contribuables qui ne sont pas imposables. Bien évidemment, si le contribuable est sur la tranche jusqu'à 10 064 €, on est au taux de 0% et donc on n'aura pas d'intérêt à rester donc, sur le taux de 12,8%. Pour les actionnaires qui perçoivent des dividendes, alors l'option pour le barème progressif, elle peut être intéressante s'il relève de la tranche de 14%. Parce que vous voyez que la tranche de 14%, s'il est sur la tranche de 14%, mince, il va payer un impôt au taux de 8,4% parce qu'on aura l'effet de l'abattement de 40% qui va s'appliquer. Si on est sur les plus-values, donc les plus-values, il peut être vraiment intéressant d'opter pour le barème progressif si on bénéficie des abattements pour durée de détention. Vous voyez, si on est sur la tranche de 14% et qu'on a un abattement de 85%, l'impôt est plus que de 2,1% au lieu de 12,8%, ce qui est intéressant. Mais à nouveau encore, ça concerne uniquement les actions ou les parts sociales qui ont été acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2018. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le taux de 85% qui est très avantageux, lui, il va s'appliquer uniquement si vous possédez des titres donc, de PME de moins de 10 ans et qui ont été acquis été acquis à Mnitio. En principe, si vous avez apporté votre entreprise individuelle à une société, le taux de 85% va être difficilement applicable parce qu'on ne va pas considérer qu'il s'agit d'une PME créée à Mnitio. Donc sur ces éléments-là, c'était tout ce que je voulais dire. Oui, et également, à partir du moment où vous décidez d'opter pour le barème progressif, donc certes, les dividendes, intérêts et plus-values vont être imposables au barème progressif, mais également vos autres revenus, donc tout ce qui va être salaire et revenus fonciers, par exemple, ou BIC, également, ils vont être également pris en compte dans le barème progressif. Donc là, je vous ai indiqué le taux qui sera applicable, par exemple, première ligne au dividende, si vous optez pour le barème progressif, mais il faut prendre en compte aussi l'impact des autres revenus sur la progressivité de l'IR, parce qu'il n'est pas sûr, si vous avez des salaires importants, que vous relèverez de la tranche de 14%, mais vous serez peut-être plus sur la tranche de 41 ou 45%, et là, dans ce cas-là, l'option pour le barème progressif s'agissant de dividendes ne sera pas du tout avantageuse. Voilà. Donc là, pareil, une simulation est à effectuer pour savoir s'il est intéressant ou pas d'opter pour le barème. Alors, soit vous utilisez donc les simulateurs qui sont mis à disposition sur le site impôt.gouv.fr, soit dans ce cas-là, vous pouvez remplir votre déclaration avec l'option 1, je laisse la flat tax au taux de 12,8. Je vais jusqu'à la fin de ma déclaration et j'ai l'impôt qui est calculé par le fisc. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est retourner en arrière, modifier ma déclaration et la cocher pour l'imposition barème progressif, terminer le processus, regarder quel est l'impôt qui a été constaté par le fisc, faire mon comparatif et puis, in fine, déposer ma déclaration avec la solution, l'option qui est la plus avantageuse. Et je signale d'ailleurs que si vous avez déjà déposé votre déclaration des impôts, vous pouvez toujours revenir en arrière, en redéposer une nouvelle, dans la mesure où on est toujours dans les délais légaux pour déclarer. S'agissant de la réduction d'impôt pour les dons aux œuvres. Donc, si vous ou un de vos clients est à la fois redevable de l'impôt sur le revenu et de l'IFI, donc de l'impôt sur la fortune immobilière, il peut être intéressant d'effectuer un arbitrage pour la réduction d'impôt. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que si le contribuable a donné à une fondation, un établissement de recherche, donc fondation reconnue d'utilité publique,
un établissement de recherche ou d'enseignement supérieur ou un établissement d'enseignement artistique. Donc, il peut bénéficier d'une réduction au titre de l'impôt sur le revenu ou au titre de l'IFI, et la réduction au titre de l'IFI est souvent plus avantageuse que la réduction au titre de l'impôt sur le revenu. Donc, il y a également une simulation à effectuer. Pareil. Alors, je ne suis pas sûr que les simulateurs permettent de le faire, à vérifier, mais si vous avez donc des interrogations à ce sujet, on peut travailler sur des simulations. Ça ne devrait pas être compliqué. Pour mémoire, donc, la réduction au titre de l'impôt sur la fortune immobilière est de 75%, et est plafonnée donc, à 50 000 euros. Donc, c'est 50 000 euros de réduction d'IFI en tout. Et pour l'impôt sur le revenu, donc là, il y a un calcul un peu plus complexe à effectuer. Donc, vont être pris en compte uniquement 66% des sommes versées. Donc, pour déterminer la réduction d'impôt, sachant qu'on a une autre limite, c'est que les versements vont être pris en compte dans la limite de 20% de vos revenus imposables. Donc, par exemple, si vous n'avez pas de revenus imposables et que vous avez fait des dons, en principe, vous ne devriez pas avoir de réduction d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu. Alors là, c'est un élément qui est intéressant. Si les versements sont supérieurs à 20% de vos revenus imposables, les dons qui ont été effectués, l'excédent pourra être reporté sur les 5 prochaines années et vous pourrez à nouveau donc, demander l'application de la réduction d'impôt de 66%. Alors là, il s'agit d'une réduction d'impôt, il ne s'agit pas d'un crédit d'impôt. Donc si elle n'a pas pu être imputée, comme je disais, elle n'est pas remboursée. Ça, c'est un élément à prendre en compte également. Ce qui peut être aussi envisagé, c'est de faire un panachage entre l'impôt sur le revenu et l'IFI pour bénéficier de la réduction d'impôt. Donc, on peut affecter la totalité du don à la réduction d'impôt sur le revenu, soit l'affecter en totalité à la réduction d'impôt sur la fortune immobilière, soit donc, faire un mix des deux. C'est complètement possible. Ce qui est très important, en tout cas, toujours en termes de formalisme, en cas de question en cas de contrôle de l'administration des impôts, c'est de garder le reçu fiscal que doit en principe vous fournir l'établissement, l'organisme qui reçoit les dons. Alors cet organisme peut être en France, ou il peut être dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen. Alors, pour ceux qui sont hors France, il y a quand même une analyse à effectuer pour être sûr qu'ils soient éligibles. Il faut qu'ils soient constitués et qu'ils fonctionnent dans les mêmes conditions que fonctionnerait un organisme situé en France. Donc voilà pour les trois petits points d'optimisation. Comme je disais, qui nécessitent en général donc, des petites simulations, mais pas complexes du tout. Sur les points d'attention, alors, j'en ai relevé quelques-uns et qui sont pour partie liés donc, à l'effet année blanche que vous avez connu donc, l'année dernière lorsque vous avez dû déclarer vos revenus 2018. Donc, vous n'avez pas payé d'impôt au titre de ces revenus-là parce que vous avez bénéficié d'un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement qui est venu annuler tout ou partie l'impôt 2018. Alors, pour éviter les effets d'aubaine qui auraient voulu que le contribuable maximise finalement les recettes au titre de l'année 2018, sachant qu'elles seraient complètement annulées par le crédit d'impôt, il y a un contrôle qui est fait a posteriori par le fisc en prenant en compte notamment les bénéfices qui vont être réalisés au titre de l'année 2019. Et suite à ce contrôle, il n'est pas à exclure donc, qu'il y ait une partie du crédit d'impôt de modernisation et de recouvrement qui soit remis en cause, ou alors, situation plus avantageuse, que vous puissiez bénéficier d'un crédit d'impôt complémentaire. Donc, s'agissant du crédit d'impôt complémentaire, vous pouvez, alors si vous êtes un travailleur indépendant, donc soumis au BIC, BNC, voire bénéfice agricole, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt complémentaire si le bénéfice 2019 est supérieur au bénéfice 2018. Donc, c'est la situation que j'ai représentée sur le tableau tout en haut à droite. Donc, pour mémoire, en 2018, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt au titre de la modernisation du recouvrement.
qui, dans l'exemple tout en haut à droite, a été calculé de la façon suivante. Donc, on a pris en compte 42 000 euros. Vous avez dû bénéficier d'un crédit d'impôt qui est venu annuler donc l'impôt sur le bénéfice imposable à hauteur de 36 000 euros et non pas de 42 000. Parce que ce que l'on fait pour les professions donc, indépendantes, c'est qu'on va regarder les bénéfices qui ont été réalisés au titre des 3 dernières années. Et l'impôt a été annulé, en principe, à hauteur du bénéfice imposable le plus haut, qui est ici 36 000 euros réalisé en 2017. Donc en 2018, sur la base de 42 000 euros, vous avez votre impôt qui a été annulé en partie jusqu'à 36 000 euros de bénéfice. Et pour le reliquat, donc pour 6 000 euros, vous avez payé de l'impôt dessus. Et bien en 2019, dans la mesure où, dans mon exemple ici, le bénéfice imposable est supérieur donc, au bénéfice réalisé en 2018, vous allez pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt complémentaire qui viendra annuler complètement l'impôt que vous avez payé en 2018. Donc cet effet, il sera ressenti d'ici août-septembre prochain, lorsque vous recevrez votre avis d'impôt. Et vous aurez à payer donc, le reliquat d'impôt pour 2019. Le CIMR complémentaire peut également bénéficier donc, aux contribuables qui ont réalisé un bénéfice 2019 qui est inférieur cette fois-ci à 2018, mais qui reste supérieur aux bénéfices réalisés en 2005, 2006 et 2007. Donc là, vous voyez dans mon tableau juste en dessous, donc le deuxième, en 2018, le contribuable a réalisé pour 48 000 euros de bénéfices. Il a bénéficié de l'annulation de l'impôt pour les bénéfices allant jusqu'à 36 000 euros. Donc, il a payé de l'impôt jusqu'à 12 000 euros. Et il va pouvoir bénéficier d'un complément de CIMR pour 6 000 euros. Donc, c'est-à-dire la différence entre 48 000 euros en 2018 et 42 000 euros en 2019. Pour les travailleurs indépendants, donc le CIMR, il sera calculé directement par l'administration des impôts. Vous n'aurez rien à faire. Vous aurez juste à renseigner dans votre déclaration 2042C le montant des bénéfices réalisés et c'est l'administration qui se charge de tout. Si d'aventure vous avez réalisé un bénéfice en 2019 qui est inférieur au bénéfice de 2018 et également inférieur au bénéfice des années 2015, 2016 et 2017, alors il y a une petite typo sur les slides, alors en principe vous ne bénéficiez pas de crédit d'impôt complémentaire, sauf si vous justifiez que l'année 2018 était exceptionnelle, vous avez eu un excès de commande ou alors une commande assez importante qui a fait que vous avez surperformé votre année. Dans ce cas-là, vous pouvez, sur justification, déposer une réclamation auprès du fisc. Donc là, il n'y aura rien d'automatique. Justifier que vous avez réalisé une année exceptionnelle, vous avez eu un surcroît d'activité en 2018, et demander l'annulation d'impôt en 2018. Donc l'objectif, c'est de montrer qu'il n'y a pas eu un effet d'aubaine en 2018, vous n'avez pas fait exprès de maximiser, ou en tout cas d'avancer des prestations de services ou des livraisons de biens imposables en 2018 pour bénéficier indûment du crédit d'impôt. Pour les salariés des entreprises qui sont contrôlés par eux-mêmes. Donc, c'est le cas donc, des dirigeants de sociétés donc, qui ont monté leur structure, leur SAS par exemple, et qui sont également salariés de leurs entreprises. Eux aussi peuvent bénéficier d'un remboursement du crédit d'impôt complémentaire, donc du CIMR, mais là, ça se fera uniquement sur réclamation. Donc, il faudra que le contribuable dépose sa réclamation auprès du fisc, y annexe les justificatifs pour bénéficier donc de ce remboursement et que ces demandes soient traitées donc, par l'administration des impôts. Donc ça, c'est l'aspect positif du CIMR. L'aspect négatif, si vous avez eu un chiffre d'affaires 2019 qui est inférieur à celui de 2018, il est possible que l'administration donc, remette en cause
tout ou partie du CIMR dont vous aurez bénéficié l'année dernière. Et donc là, il n'est pas à exclure que vous ayez à déposer une réclamation pour justifier auprès de l'administration fiscale pourquoi l'année 2018 a été plus importante que celle de 2019. Ça rejoint un peu ce dont on parlait juste avant pour bénéficier d'un CIMR complémentaire. Voilà. Ça peut être un peu complexe, un peu ardu donc, à saisir du premier abord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter. S'agissant des revenus fonciers, pareil, du fait de l'année blanche, l'administration a également conjointement avec le législateur, mis en place des règles pour faire en sorte qu'il n'y ait pas eu d'effet d'aubaine au titre des revenus fonciers l'année dernière. Parce que l'intérêt, bien évidemment, c'est de faire en sorte de décaler ces charges de 2018 en 2019 et donc de maximiser les revenus fonciers donc, imposables en 2018 qui ont été en tout état de cause annulés par le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. Donc, pour éviter qu'on ait un arbitrage, en tout cas un choix de l'année de déduction de ces charges-ci, donc on a eu une modification du principe selon lequel donc, les charges supportées et payées au titre d'une année sont déductibles au titre de cette année-ci. On a, pour les charges récurrentes, une absence de déduction pour celles qui ont été payées en 2019, mais qui étaient dues en 2018. Donc, tout ce qui va être frais d'administration et de gestion, primes d'assurance, taxes foncières, provisions pour charges de copropriété, intérêts d'emprunt, celles-ci qui devaient être réglées en 2018 ont dû être déduites en 2018. Et donc, si elles ont été payées en 2019, elles ne sont pas déductibles en 2019. Pour les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration, alors là, on a une déduction qui va s'effectuer sur la base d'une moyenne. Alors, la moyenne entre les dépenses de 2018 et de 2019. Alors, pour mémoire, les dépenses de 2018, elles ont été déductibles pour leur intégralité en 2018. Pour 2019, celles-ci vont être ajoutées aux dépenses de 2018. Elles vont être ensuite divisées par 2 et c'est ce montant-là que vous pourrez déduire de votre déclaration 2044 que vous voyez à droite. Pour les travaux d'urgence, donc là, le législateur est compréhensif et il considère qu'à partir du moment où il s'agit de travaux qui étaient rendus nécessaires, notamment à cause d'une catastrophe naturelle ou alors d'un acte de vandalisme, ou alors s'il y avait un appareil donc, à remplacer, comme une chaudière, si ces charges-ci donc, ont été engagées et payées en 2019, elles seront déductibles en 2019 sans limitation. Voilà. Dernier point que je voulais adresser avec vous aujourd'hui, c'est la déclaration des comptes bancaires qui sont détenus à l'étranger. Alors, c'est intéressant également donc pour ce groupe, parce qu'on peut avoir des personnes donc, qui ont vécu et ou travaillé au Maroc qui maintenant sont résidents fiscaux en France. Ces personnes-ci, si elles ont ouvert et détenu un compte au Maroc et qu'elles le détiennent toujours, elles doivent le déclarer donc, au fisc, donc, par le biais de la déclaration 3916 que vous voyez à droite. Alors, pour mémoire, ça concerne uniquement les personnes qui sont domiciliées en France, donc celles qui ont leur résidence fiscale au Maroc n'ont pas à remplir cette déclaration, même si elles ont des revenus imposables en France. Ça va être tout compte qui a été ouvert en cours d'année, qui a été utilisé, voire clos, et même détenu, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'opération de crédit ou de débit sur ce compte-là. À partir du moment où il est détenu à l'étranger, il doit être déclaré. Donc, ça va être donc, tout ce qui va être compte de dépôt, où il y a des espèces, compte titre, et également contrat d'assurance vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2017, il y a donc des États, donc la France fait partie, des États qui font partie de l'OCDE, qui ont conclu des arrangements, des conventions qui leur permettent d'échanger automatiquement des infos qui concernent les comptes bancaires détenus dans les livres des établissements de crédit sur leur territoire. Donc, il n'est pas à exclure
que sur votre imprimé 2042, vous ayez la case 8UU ou 8TT, donc 8UU, les comptes, les établissements financiers, donc compte de dépôt par exemple, et 8TT, c'est les contrats d'assurance vie, que cette case-ci de l'imprimé 2042 soit précochée par l'administration des impôts. Si elle est précochée et s'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que l'administration fiscale française sait que vous avez un compte à l'étranger. Et donc, si vous ne déclarez pas ce compte-là, vous risquez à minima une amende de 1 500 €, voire 10 000 € si le compte est dans un État qui n'a pas conclu une convention d'assistance administrative avec la France. Donc, ce n'est pas le cas du Maroc. Donc, au pire des cas, au Maroc, on serait sur une amende de 1 500 €. Et s'il s'avère qu'il y avait des revenus qui étaient imposables sur ces comptes bancaires, donc, je sais pas, par exemple des dividendes ou des intérêts, et qui auraient dû être déclarés à l'impôt sur le revenu en France, là, dans ce cas-là, on appliquera une majoration de 80%, et cette majoration-là donc, viendra de toute façon se substituer à l'amende. Ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est les sanctions pénales. Alors, lesquelles ont été donc durcies. Alors, en cas de fraude fiscale, pour mémoire, la sanction est 5 ans d'emprisonnement et 5 ans d'emprisonnement et un demi-million d'euros d'amende. Donc ça, c'est le minimal. Pour mémoire, le verrou donc, de Bercy donc, est tombé il y a quelques années. Ce qui veut dire que si les droits, donc les redressements d'impôts sont en droit, sont supérieurs à 100 000 € et que vous avez fait l'objet de la majoration de 80% que vous voyez ici, dans ce cas-là, votre dossier est directement transféré au procureur de la République qui décidera de poursuivre ou pas sur le chef de la fraude fiscale. Donc, si vous avez pour 2019 des comptes à déclarer, faites-le. Si vous ne l'avez pas fait au titre des années précédentes, alors, il y a une analyse à faire au cas par cas, mais en général, si on est sur des montants qui sont assez importants, il vaut mieux effectuer une régularisation auprès de l'administration des impôts. Alors certes, la cellule qui avait été créée entre 2013 et 2017 pour régulariser les informations relatives aux comptes détenus à l'étranger a fermé. Mais il est toujours préférable d'aller voir le fisc pour déclarer, donc, déposer des déclarations rectificatives au titre des années passées. Pour mémoire, le fisc, en cas de revenu imposable, peut remonter jusqu'à 10 ans en arrière. Donc, on est sur du 2010 actuellement. Et qu'est-ce que ça vous permet donc d'aller voir le fisc? Ça vous permet déjà de ne pas être soumis à la majoration de 80%, mais en principe à la majoration de 40% pour mauvaise foi, parce qu'on considère que bon, vous avez suffisamment été informé sur la nécessité de déclarer vos comptes à l'étranger, donc vous étiez de mauvaise foi si vous ne l'avez pas fait. Et d'autre part, ça évite d'avoir un transfert automatique de votre dossier au procureur de la République en cas de fraude fiscale. Donc, il est vraiment intéressant d'effectuer cette régularisation. Donc là, si vous avez des sujets à cet égard, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute directement et bien évidemment en toute confidentialité. Donc, il est toujours intéressant de le faire. Il peut être intéressant de le faire. Et la demande s'effectue directement auprès de votre service, de votre bureau d'impôt, de votre domicile. Voilà. C'est plus centralisé au niveau de la cellule que j'évoquais un peu plus tôt. À nouveau, il est important de conserver bien évidemment tous les justificatifs relatifs à vos comptes bancaires à l'étranger en cas de demande de renseignement de l'administration. Si l'administration vous demande des compléments d'information sur votre compte bancaire à l'étranger, vous devez être en capacité de lui répondre d'ici 30 jours. Voilà. Donc, je pense qu'on arrive à la fin, effectivement. C'était le dernier point d'attention et pas des moindres que je voulais évoquer avec vous. N'hésitez pas donc à m'adresser vos questions. Je ne sais pas si Driss, Kautar ou Swad, on a un peu de temps encore. Pour moi, oui. Swad. Oui, on a encore du temps. Allons-y. Et j'espère que je ne vous ai pas assommé avec toutes ces informations.
Au contraire, c'est très, très intéressant et franchement, surtout cette partie de déclaration des comptes bancaires, elle donne Oui, à réfléchir. Elle donnera à réfléchir à beaucoup de monde. effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est vraiment. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on est vraiment maintenant dans une période où il va être très difficile de ne pas déclarer ses comptes bancaires et en tout cas de ne pas avoir l'information qui soit cachée donc, au fisc. Le fisc, maintenant, a les moyens, au titre des conventions fiscales bilatérales et des conventions multilatérales, de récupérer donc de l'information, soit donc comme je disais automatiquement, donc chaque État va transférer automatiquement. Donc on est sur des millions, hein, des quantités d'informations vraiment importantes qui sont reçues chaque année donc par l'administration fiscale. Et d'autre part, l'administration fiscale, au titre des conventions fiscales bilatérales, peut contacter les autorités fiscales de tel ou tel État pour justement demander également des informations sur tel ou tel contribuable. C'est tout à fait envisageable. Très bien. Très bien. Et surtout la majoration, de pouvoir bénéficier de la majoration de 40% au lieu de 80%. Ça aussi, je trouve que c'est très, très important. Exactement. Alors après, ce qu'on constate économiquement, c'est que sur des sommes donc détenues à l'étranger qui n'auraient pas été déclarées au titre des 10 dernières années, économiquement, la somme qui est in fine payée par le contribuable donc au fisc pour régularisation, on est de l'ordre de entre 15 et 20% de la somme, du montant de la somme. Voilà. Mais bon, chaque cas est différent. Les règles ne sont pas les mêmes si on n'a pas perçu de revenus sur le compte bancaire, mais on a uniquement de l'épargne qui avait été donc conservée sur ce compte bancaire et uniquement des tirages sont faits par le contribuable afin qu'il puisse vivre au jour le jour. Là, on a quand même une situation qui est bien meilleure parce qu'on n'a pas, comment dire, caché de revenus imposables au fisc français. Mhm. Très clair. Très bien. C'est Bon. bon, donc. Si c'est bon pour vous, de toute façon, donc les membres on fait partie du même groupe. Donc, s'ils ont des interrogations, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un message. Oui, merci beaucoup. C'était très, très clair, franchement, Julien. Moi, j'ai noté quelques points qui m'intéressent personnellement. Je vous remercie parce que vos recommandations étaient très claires et pertinentes. Ça permet des optimisations fiscales et je pense que les personnes présentes pourraient en profiter hein, s'ils sont concernés. Donc, moi, j'ai noté la préconisation que vous avez faite concernant la garde d'enfants à charge. Donc, moi, si j'ai bien compris, quand les enfants sont toujours en scolarité, notamment les étudiants, Oui. on a plus intérêt à garder l'enfant à charge dans le cadre du rattachement de l'enfant. Alors, effectivement, parce que les frais de garde donnent en principe droit à une réduction d'impôt, un crédit d'impôt de mémoire de 50%. Mais effectivement, c'est uniquement si vous avez l'enfant à charge. Si vous ne l'avez pas à charge, vous ne pouvez pas bénéficier de cette réduction d'impôt. Très bien. Et même si l'enfant, il habite par exemple, les étudiants qui étudient dans une autre ville que celle des parents et qui ont des logements. Est-ce que ça concerne aussi les réductions sur tout ce qui est frais logement même si, je veux dire, même si les enfants n'habitent pas dans le même foyer que les parents. C'est ça ma question, en fait. Alors ça, il faudrait que je vous revienne directement pour l'enfant majeur qui est étudiant. D'accord. Ouais. Ça, je reviendrai vers vous. Voilà, très bien. Moi, j'ai noté aussi, j'ai beaucoup apprécié justement par rapport aux revenus fonciers que les travaux d'urgence, finalement, il y a une déduction intégrale. Oui, voilà, parce que bon, après, il faut être aussi réaliste. Le contribuable ne va pas chercher à optimiser sa situation s'il voit derrière que le bien qu'il met en location est en péril. Voilà, c'est ni intéressant pour vous parce que vous n'avez plus la capacité de recevoir des revenus fonciers, voire moins, et pour l'État, c'est moins d'impôts derrière. Donc, c'est tout le monde a intérêt à ce que cette déduction puisse s'effectuer.
Et je pense surtout que parce que dernièrement, il y a eu beaucoup d'inondations Oui. en France, je pense que l'État, le fisc, on en a tenu compte. Bah, justement, d'où l'importance d'avoir cette déclaration de catastrophe naturelle dont on parlait après les inondations. C'était, vous vous souvenez, la fameuse décision ou pas du préfet de déclarer la catastrophe naturelle. Mhm. Tout à fait. Je ne sais pas, Sylvie, si tu as d'autres questions. Alors moi j'ai une question en off de quelqu'un de mon réseau qui dit je loue des entrepôts et je déclare ces revenus en revenus fonciers sur l'année environ 60K. Y a-t-il moyen d'optimiser, sachant que je paye 17% de CSG? Est-ce que c'est imposable sur mes revenus? Ah oui, le foncier va être. Alors attends, on est sur un contribuable donc, qui est domicilié en France Oui. et les revenus fonciers dont tu me parles, c'est sur des entrepôts, mais qui sont en France également, hein. Qui sont en France, qui lui sont propres et qui les met en location. D'accord. Et c'est une activité annexe, c'est pas son activité principale. Oui. D'accord. Donc oui, lui, il sera imposable en principe au titre de ses revenus fonciers. Alors sur l'optimisation en elle-même, ça va être, il va falloir regarder pour alors soit amortir l'immeuble, soit dans ce cas-là voir un peu parmi ces dépenses lesquelles sont déductibles et lesquelles ne le sont pas. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est une question donc à analyser parce qu'elle pourrait nécessiter la mise en place d'un montage particulier, tu vois. D'accord. Ouais. Parce que là, on est sur du revenu foncier, donc en principe, ton immeuble, il ne va pas vraiment être amorti. Si on décide de loger, donc en tout cas, ces immeubles dans une société et que ces sociétés sont soumises au régime des BIC ou de l'impôt sur les sociétés, on pourra amortir l'immeuble et les charges d'amortissement viendront réduire les loyers imposables. Tu vois? Mais en contrepartie, les revenus qu'il réaliserait ne seraient pas imposables à son niveau directement. Il faudrait qu'il y ait une distribution qui soit effectuée par la société. Et là, on aurait donc la flat tax de 30% qui s'appliquerait. D'accord. Donc, suivant son objectif, si c'est uniquement se constituer un patrimoine immobilier et pas forcément percevoir des revenus, il peut être intéressant de loger l'immeuble dans une société qui va être soumise à l'impôt sur les sociétés, parce que comme ça, il va pouvoir réduire le taux d'imposition. Par contre, si on est sur une personne qui souhaite, dans ce cas-là, percevoir des revenus fonciers au fil de l'eau, là, on resterait plus sur une structure, donc soit en détention directe, mais alors là, en termes de maximisation, donc d'optimisation fiscale, dans ce cas, il faudrait travailler sur tout ce qui est charges déductibles. Et si on est sur une société de personnes, là, pareil, ça va être du même régime, parce que la société de personnes, en principe, elle va être à l'IR. Ok. Voilà. Mais ça, on pourra en parler parce que, comme je te dis, ça nécessite de réfléchir et éventuellement de mettre en place un montage. Alors, ce n'est pas une option que tu fais lorsque tu déposes ta déclaration d'impôt. C'est vraiment un travail que tu fais au cours de l'année et qui, derrière, devra être déclaré d'une certaine façon dans ta déclaration de revenus. Ok, très bien. Mais Très n'hésite bien. pas donc à lui transmettre mes coordonnées s'il veut aller plus loin. Ça marche, c'est noté. Merci beaucoup, Julien. Moi, je voudrais bien que, si vous pouvez nous éclaircir encore plus davantage sur l'élément que vous aviez évoqué, sur la gestion des crédits d'impôt, le cas des salariés des entreprises qu'ils constituent eux-mêmes ou qui sont constitués par des membres de leur famille. Je n'ai pas très bien compris. Pardon. Réclamation qu'ils pouvaient faire, vous avez parlé de réclamation. Pardon, oui, d'accord, sur cette slide-ci. Sur le crédit impôt recherche. Le crédit d'impôt. C'est oui, d'accord. Alors, effectivement, en fonction donc, du revenu qui va être réalisé en 2019, donc le bénéfice imposable, et qui va être déclaré donc, cette année,
l'administration va comparer ce revenu-là au revenu que vous avez réalisé en 2018 et vous allez pouvoir éventuellement donc, soit bénéficier d'un crédit d'impôt complémentaire, donc c'est-à-dire en 2018, si votre impôt sur le revenu n'a pas été en intégralité annulé, parce que lorsqu'on fait le test sur les 3 dernières années, donc 2015, 2016, 2017, vous n'étiez pas éligible à 100% du crédit d'impôt. Oui. En 2019, vous allez éventuellement pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt complémentaire, mais uniquement si vous remplissez certaines conditions, bien sûr. Donc, au final, c'est du cash que vous allez recevoir de l'administration des impôts. Donc, vous n'allez peut-être pas directement le recevoir. Il va peut-être venir réduire votre impôt à payer cette année pour l'année 2019. Mais en tout cas, ça apparaîtra sur votre avis d'impôt que vous allez recevoir au mois d'août prochain. Oui, très bien. OK. Ça marche. Mais vous verrez, pour les travailleurs indépendants, ça va se faire automatiquement par l'administration des impôts. Donc, vous allez juste renseigner votre bénéfice 2019. C'est l'administration fiscale qui va faire ces calculs et qui va déterminer si vous êtes éligible ou pas au crédit d'impôt complémentaire. Très bien. Et donc, voilà. c'est le crédit d'impôt. Très clair. Voilà. Par contre, alors si vous avez une remise en cause de votre crédit d'impôt de 2018, parce que, par exemple, votre bénéfice en 2019, il est inférieur à celui de 2018. Donc là, je prends en compte notamment la dernière situation à droite, dans le tableau à droite. Si vous avez réalisé, par exemple, 34 000 euros de bénéfices en 2019, alors qu'en 2018, vous étiez à 48 000, là, il y a un risque quand même que l'administration remette en cause le crédit d'impôt. Donc, dans ce cas-là, il faudra faire une réclamation éventuellement pour expliquer que l'année 2018 a été exceptionnelle. Il y a eu plus d'activités parce que vous avez eu tel contrat ou tel marché pour derrière éviter justement que vous ayez de l'impôt à payer au titre de cette année-là. Très bien. Ouais. Donc là, si vous êtes dans cette situation-ci, et si éventuellement donc, vous êtes salarié de votre propre société et que vous constatez que vous avez réalisé donc, un bénéfice 2019 supérieur à 2018 notamment, n'hésitez pas à revenir vers moi pour faire une réclamation auprès du fisc pour obtenir soit un complément de crédit d'impôt, soit éviter qu'il soit remis en cause par l'administration des impôts. Très bien. Merci beaucoup, Julien. Pour mémoire, pour faire une réclamation, on a 2 ans à peu près. Hein. On a un délai de 2 ans. 2 ans. Oui. Super. Mais bon, mieux vaut pas tarder pour la déposer. D'une part, parce que c'est de l'argent qui dort, éventuellement. Et d'autre part, parce que il y a les délais de traitement de l'administration, bien sûr. Très bien. Donc, moi, je notais par rapport justement aux déclarations des comptes bancaires, vous avez été très, très clair là-dessus. Donc, il y a même la possibilité, les sanctions sont très, très importantes, j'ai vu. Vous avez même parlé des sanctions pénales, 5 ans d'emprisonnement. Est-ce qu'il y a eu des cas où ça a été effectivement réalisé? Alors, par exemple, vous avez l'ancien ministre Cahuzac, ah oui. qui lui a fait l'objet condamnation pour fraude fiscale. On a des cas, effectivement, où on a des transferts automatiques au procureur de la République. Alors, on n'a peut-être pas 5 ans d'emprisonnement. Et on a la possibilité d'aménagement de la peine suivant la durée de l'emprisonnement. Par exemple, Jérôme Cahuzac, lui, était sous bracelet électronique. Oui. Et donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration, à partir du moment où elle a laissé aux contribuables la possibilité de régulariser leur situation de 2013 à 2017, va être, en tout cas on s'attend, et c'est ce qu'on voit parfois, à ce qu'elle soit plus stricte lorsqu'elle va traiter les dossiers. C'est clair.
Voilà, c'est normal, surtout si elle a reçu l'information par un État étranger, comme quoi vous disposez d'un compte bancaire là-bas, et que vous, délibérément, vous ne l'avez pas déclaré. Là, effectivement, il ne faut pas trop tarder à aller saisir l'administration. Il vaut mieux aller voir l'administration avant qu'elle vous trouve. Très bien. Un très bon conseil. Ouais. Mais de toute manière, elle vous trouvera, hein, si elle vous cherche. Alors, justement, par rapport au Covid 2020, Julien, est-ce nous, on suit régulièrement les informations sur France 2 et TF1. Les réclamations portent beaucoup sur… on demande au gouvernement des exonérations fiscales. Donc, j'imagine que la loi n'est pas rétroactive et donc il sera difficile de faire des exonérations au titre des déclarations de 2019. Je pense qu'il est assez tard, je ne sais pas. Et est-ce qu'il y a des choses qui se préparent justement pour les déclarations de revenus au titre de 2020? Est-ce qu'il y a des choses, il y a des prémices? Est-ce qu'on parle de possibilités d'exonération Alors, c'est une très bonne question. Donc, s'agissant de 2019, donc tout ce qui va être déclaration de vos revenus 2019 et paiement de l'impôt, en principe, vous n'aurez pas de dérogation parce que l'État a besoin de rentrée d'argent. Donc, c'est pour ça que la période déclarative a été maintenue avec dépôt au plus tard des déclarations courant mois de juin. Et derrière, vous allez devoir payer votre impôt en principe d'ici septembre prochain. Ensuite, on a effectivement le gouvernement qui a été habilité par le Parlement qui a mis en place certaines mesures. Alors, d'une part, pour reporter les échéances fiscales. Donc là, je songe principalement aux professionnels. On a la possibilité de demander le report du paiement de l'impôt pour 3 mois. C'est ce qui a été possible de demander au fisc. On a également le gouvernement qui a permis, et je le disais au tout début de ma présentation, qui a permis aux professionnels, pareil, de déposer leur déclaration professionnelle d'ici fin juin, d'ici le 30 juin, parce que on a bien conscience qu'avec le confinement, il n'était pas possible de voir l'expert comptable. Mis à part ces dispositions spécifiques, et j'ajoute également la dernière qui est les incitations également fiscales pour les bailleurs à annuler tout ce qui était loyers commerciaux. Donc là, on a également une incitation qui a été mise en place. On n'a pas d'autres mesures qui devraient être appliquées concernant l'impôt des contribuables. En tout cas, pour l'instant. À voir comment va se profiler la situation des ménages d'ici la fin de l'année. Il n'est pas à exclure que dans la prochaine loi de finances, on ait effectivement des mesures spécifiques qui vont tenir du Covid et qui vont justement venir impacter la prochaine déclaration des revenus l'année prochaine. Très bien. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations. Très bien, merci beaucoup, Julien. J'ai une question sur Zoom. Alors, monsieur Mohamed Abdelhakim El-Alaoui qui dit « Merci beaucoup pour la présentation très intéressante. Malheureusement, je n'avais pas assisté depuis le début. Est-ce que ces dispositions fiscales et de déclaration de revenus concernent seulement les personnes domiciliées en France ou bien il y a des similitudes avec le cas marocain ?» Je pense aux autres. Je pense… Alors, sur le cas marocain, moi, je ne pourrais pas répondre. Comme je disais en début d'intervention, là, on est uniquement sur des contribuables qui ont leur résidence fiscale en France. Oui, clair. Ouais. Oui, c'est normal. Mais je pense qu'il y aura quand même… il y aura des similitudes. Il y aura beaucoup de similitudes puisqu'on est… oui, alors oui, j'ai pu suivre qu'on a eu effectivement des reports de charges. Tout à fait. Qui ont été décidés par l'État marocain. Mais alors après, pour tout ce qui va être modalité, là, il faudra qu'on ait l'intervention d'un fiscaliste marocain. Oui, c'est clair. On a eu également le report des échéances fiscales. Ouais. Je pense qu'on va s'inspirer beaucoup de ce qui a été fait en France, j'imagine.
Mhm. Alors, Driss, je ne sais pas si tu veux ajouter d'autres choses ou... Non, moi j'avais une remarque de quelqu'un qui parlait de. Il est résident fiscal en France et il loue sa maison meublée à l'étranger. Ouais. Et donc il voulait savoir, il la loue via une plateforme de location, hein, qu'on Mhm. connaît tous. Mhm. Donc il posait la question s'il devait déclarer ses revenus en France. Alors, là, il va falloir aller voir ce que dit la convention entre, la France et l'État en question. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où on est sur du revenu foncier, le principe veut que c'est l'État où se situe l'immeuble qui a le droit d'imposer les revenus fonciers. Il y a des conventions qui laissent la possibilité donc, à l'État dans lequel le contribuable est résident, donc là pour le cas la France, d'imposer également ses revenus sous réserve, d'imposer ses revenus, mais dans ce cas, la France devrait octroyer un crédit d'impôt, alors soit correspondant à l'impôt français, soit correspondant à l'impôt qui aura déjà été payé à l'étranger sur ses revenus fonciers. Pardon. Et là, pour répondre donc à ton contact, il faudrait que je puisse en discuter directement avec lui parce que j'aurais besoin d'un complément d'information. Voilà. Et en plus, on est sur une plateforme donc numérique, et donc il y a des modalités particulières parce qu'on a un intermédiaire qui est entre le contribuable et le locataire final. C'est ça. Voilà. Et si c'était au Maroc, il y a une convention fiscale avec le Maroc et la France? Oui, alors il y a une convention, bien sûr, on a une convention. Alors, ce qui est bien, c'est que la France est un des États qui a conclu le plus de conventions fiscales avec les États étrangers. Alors, attends, est-ce que je l'ai Il y a l'apport de la non-double imposition, finalement, c'est ça. Ça entre dans, exactement, ça ouais. entre dans ce point. C'est exactement ça. Et donc, j'ai ma convention fiscale qui ne se charge pas. Bien outillé, Julien, hein, Driss. Julien, il est bien outillé. Oui, totalement, totalement. Alors, ce que je vais faire, je répondrai à ta question. C'est une question pour toi, Driss, ou c'est une question que tu as vu passer? Non, que j'ai vu passer. D'accord. Bah, dans ce cas-là, je vais répondre dans le groupe. Je vais poster la réponse. Alors, oui, s'il vous plaît. Parce que ouais. j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas. Parce qu'il y a beaucoup de résidents marocains en France qui ont des logements ici au Maroc, qui louent sur Airbnb. C'est ça, entre autres. Ouais. Entre autres, initialement, il y a... Voilà. Et donc, justement, les plateformes en question, ils précisent bien que la personne, elle doit revenir pour voir la réglementation au niveau local. Ils sont très clairs sur ça. Ils disent que c'est aux locataires enfin, aux bailleurs, je veux dire, de se renseigner et de prendre toutes les précautions parce que donc ils se protègent, c'est très clair. Les plateformes, ah oui, bien sûr. Bah, in fine, celui qui est responsable de la déclaration et du paiement de l'impôt, c'est le contribuable, vis-à-vis de la loi. C'est ça. Voilà. Donc, il y aura beaucoup de gens qui sont dans cette situation et donc votre réponse sera, elle apportera justement un vrai éclairage. Oui, mais je posterai ça. Et si on extrapole, alors là, le Maroc et la France, ils ont signé une convention fiscale, mais on peut imaginer que moi, j'ai un appartement dans un pays où il n'y a pas de convention fiscale. Comment ça se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, donc on va appliquer uniquement le droit français. Oui. Et le droit applicable dans cet État-là. Et s'il y a des doubles impositions, elles ne seront pas réglées. C'est ça, en fait, le risque. Donc, c'est-à-dire que la France, de toute façon, va imposer l'intégralité de tes revenus de source française et étrangère. D'accord. L'impôt que tu auras payé à l'étranger pourra éventuellement être déductible de tes revenus, donc imposables en France, ou éventuellement donner lieu à un crédit d'impôt. Mais alors là, ça va vraiment dépendre de la loi française et du type de revenu que tu vas percevoir. Si tu es également dans un État qui n'a pas conclu de convention fiscale,
il y a un gros risque que tu sois dans un État qui soit considéré comme étant non coopératif. Donc, c'est les fameux paradis fiscaux. Et là, par contre, si tu es dans un paradis fiscal, la loi française est très sévère. C'est ce que tu disais. Ouais. Voilà, elle est très sévère et on peut avoir des revenus qui vont être imposables à un taux de 75%. D'accord. Ouais. Combien? 75? 75, ouais. Oh là là. Ouais. Parce que le législateur, la France considère que il n'est pas anodin que vous ayez placé des capitaux dans ce type de pays-là. Sauf à démontrer que l'investissement que vous avez réalisé était vraiment de bonne foi pour des raisons commerciales, parce que bien évidemment on peut faire du business dans des paradis fiscaux. Hein. Voilà. Mais il faut vraiment être prudent. Ok. Et dans le cas d'un pays où il n'y a pas de convention fiscale et que ce pays, sur sa législation, il n'exerce pas d'impôt foncier. Oui, ben, les revenus seront quand même fonciers, donc ne seront pas imposables dans cet état-là. Ouais. Et en France, ils seront imposables. Et ils seront imposables en principe. Et tu ne bénéficieras pas de crédit d'impôt vraisemblablement parce que tu n'auras pas payé d'impôt à l'étranger. Donc au final, tu te retrouverais dans la même situation qu'une personne qui aurait son bien en France. C'est ça. Mais je ne vais pas te payer, Driss, où il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de droit foncier. Je vois mal. Sinon, ce serait le paradis. C'est un cas d'école. Je ne connais pas. C'est ça, je n'en connais pas. J'aimerais bien, justement, j'aimerais bien y aller. Oh, je pense qu'en cherchant bien, on devrait trouver. Alors, moi, il y avait un truc qui m'a interpellée dès le départ, Julien, quand vous avez parlé des nouveautés 2020, c'est par rapport aux déclarations des cessions d'actifs numériques. Oui. Ça existe depuis combien de temps déjà? Parce que hier, on avait une intervention sur la blockchain. Oui. Et donc, vraiment, on a parlé de ça. Et donc, les déclarations, ils existent depuis combien de temps en France? Alors, l'obligation de déclarer ses revenus, alors elle existe depuis. On a quand même une instruction des commentaires de l'administration fiscale qui date de 2014, avec l'ancien régime dont je vous ai parlé. Wow. Donc, ces revenus déjà étaient imposables dès avant janvier 2019, hein, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que cette année, on a un formulaire qui est spécifique, qui est là pour vraiment guider le contribuable dans sa déclaration de revenus. C'est vraiment la nouveauté. L'autre nouveauté, c'est aussi le régime fiscal applicable. On n'est plus sur le barème progressif ou un taux de 19%. On est sur un taux de 12,8% en impôt sur le revenu uniquement. C'est un alignement par rapport aux dividendes ou par rapport aux déclarations sur les dividendes? Oui, on a un alignement général de l'imposition de tout ce qui va être produit financier, entendu globalement. Ouais. Voilà. L'objectif aussi, en alignant la fiscalité sur tout ce type de revenus, c'est d'éviter les arbitrages, les optimisations entre tel ou tel revenu. Parce qu'avant, on pouvait avoir un intérêt, lorsqu'on investissait dans une société, à sortir en plus-value via une cession de titre plutôt qu'en dividende. D'accord. Voilà. Donc là, on limite les arbitrages en appliquant un taux unique pour tout le monde, pour tout le type de revenu, je veux dire de 12,8. Et ça reste du déclaratif, en fait, les actifs numériques, parce que je vois mal comment le fisc peut connaître combien est-ce que j'ai d'actifs numériques. Je vois mal comment ça peut se faire. Alors là, il faut suivre un peu. Alors là, il faudrait qu'on voit avec un spécialiste justement de la blockchain. Parce qu'en principe, on a un ledger effectivement qui, de mémoire, hein, à confirmer, à partir duquel on détient les actifs numériques. Donc, on n'est pas sur un actif qui est hébergé par un établissement financier. C'est tout l'intérêt de la blockchain.
Donc là, effectivement, l'administration fiscale ne devrait pas avoir l'information et c'est pour ça qu'on a une déclaration. À partir du moment où on demande aux contribuables de faire une déclaration, c'est parce que l'administration fiscale n'a pas forcément l'information. Oui, j'imagine. Très bien. Très bien. Alors, sur la notion de déclarer les comptes, question bête. Est-ce qu'on doit déclarer son compte PayPal? Oui. Aussi. C'est pas une question bête, hein, mais c'est si. Alors, ce qu'il y a, c'est que si vous avez un compte type PayPal qui est rattaché à vos comptes bancaires français et que vous faites des transactions, donc des achats sur Internet pour un montant de mémoire jusqu'à 10 000 euros, en principe, vous n'avez pas à le déclarer. OK. Après, si vous avez, et c'est bien que tu me poses cette question-ci, si vous avez des comptes bancaires dans des établissements type néobanque, donc c'est-à-dire les cartes bancaires Revolut ou c'est quoi, c'est N26, je crois, les comptes sont hébergés par des banques qui sont soit au Royaume-Uni, soit en Allemagne, voire pays de l'Est. Là, il faut déclarer. D'accord. Ok. Intéressant à savoir ça. Ben oui, on n'y pense jamais. Oui, c'est. Du compte PayPal, oui. Oui, alors comme je disais, un compte PayPal, si on est sur de l'achat sur Internet, donc en e-commerce et jusqu'à une certaine somme, on ne devrait pas avoir à le déclarer. Mais ça, je pourrais reposter également, si vous voulez, dans le groupe. Si vous voulez, oui. Cette info, ouais. Je la note. Parce que c'est un club de dirigeants, il y a beaucoup de monde qui utilise les PayPal, donc c'est intéressant pour tout le monde. Je note. Totalement. Merci beaucoup. Pour Voilà. votre générosité en tout cas. Comment? Merci beaucoup pour votre générosité. C'est du conseil, ça. Du conseil fiscal. Ça se paie très cher, je sais. Et vous le faites gracieusement, merci beaucoup. Je n'ai plus de remarques. Ouais, moi, je voudrais juste insister sur justement, je n'arrête pas d'y revenir, c'est des déclarations de compte bancaire à l'étranger pour inciter les gens à le faire. Il y a des sanctions très importantes et donc voilà. La recommandation que vous avez faite, je trouve excellente. Pour régulariser. Voilà, et d'autant plus que l'information, donc, elle est intrusive ou pas, ça dépendra de chaque personne, mais en tout cas, on n'a pas indiqué le montant qui est au crédit du compte bancaire, par exemple, à l'étranger. On ne vous demande pas non plus de détailler la liste des titres de société que vous détenez sur votre compte titre à l'étranger, non plus. Ah, les informations vont concerner uniquement donc, l'identité du contribuable, le nom et l'adresse de l'établissement financier, et le type de compte. Est-ce que c'est un compte de dépôt, un compte titre, etc. Voilà. C'est uniquement ce qu'on vous demande. On ne demande pas le montant? Non, on ne demande pas le montant. Ah, c'est génial. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle, ça. Très bien. Après, c'est pareil. Beaucoup de monde. Et oui, c'est censé rassurer, oui, les personnes. Et d'autre part, on m'a également posé la question, l'administration fiscale ne va pas derrière chercher à ponctionner votre compte à l'étranger si vous le déclarez. Ce n'est pas le cas non plus. Cette déclaration a vocation uniquement à informer le fisc. Très bien. Donc, c'est bon à savoir. Très bien. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Oui. J'ai une dernière question, moi. Oui. Est-ce qu'on doit déclarer les frais de crèche ou de nounou? Ah bah, moi, je le ferai si je veux bénéficier de ma réduction d'impôt de 50%. Hein. Oui. D'accord. Oui. Ah oui, hein, faites-le. Hein. Ah, super, très intéressant. 50% quand même. 50%, oui. Ouais. Et est-ce qu'on peut déclarer les frais kilométriques pour aller à son lieu de travail? Alors là, c'est une question très spécifique et il faudrait que je te revienne directement. D'accord. Ouais. C'est pour toi? Oui, j'essaie d'extrapoler un peu. Mais c'est bien, c'est bien. Julien, d'essayer de profiter au maximum là.
J'ai un spécialiste, j'essaie d'en profiter. Voilà. Comme je disais, le conseil fiscal, ça se paie très, très cher. Merci beaucoup, Julien. Voilà. Non, je vous en prie. Et puis, donc, je reviens vers vous, en tout cas, pour les 2-3 points là, dont on a parlé ensemble. Je posterai ça dans le groupe pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Et puis, donc, comme je vous disais, si derrière, vous avez des opérations qui sont plus structurantes, notamment sur de l'immobilier, de savoir si je le mets dans une société ou pas et quel va être le régime fiscal de la société, on peut très bien commencer à travailler dessus cette année et vous déclarerez donc, les revenus l'année prochaine. Très bien. OK. Très bien. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Julien. C'était vraiment très généreux, très clair, exhaustif, des recommandations extrêmement intéressantes, des points sur lesquels on peut faire des optimisations. Je pense que ça a été utile à beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Au nom du club des dirigeants, je vous remercie et j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir dans une autre thématique. Ah bah, volontiers. Je vous remercie en tout cas de m'avoir permis donc, de vous présenter ces quelques lignes. Et puis effectivement, nous restons en contact et je serai ravi de vous voir. Je remercie également le club de dirigeants France. Cédric Khaddi, vous êtes très dynamique. Les thèmes que vous présentez sont d'actualité et les intervenants de qualité, je reconnais. Merci beaucoup. Merci, c'est très instructif, Julien. Merci, Souad. Merci à vous tous. Merci aux participants qui nous ont suivis sur Zoom et sur Facebook. Je sais que le sujet, il est un peu dur, n'est-ce pas, Julien? Oui. Mais voilà, donc merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée et un très bon week-end. À très bientôt. Au revoir. Également. Au revoir, à très vite. Merci encore, Julien. Merci, Idriss. Au revoir, Julien. Au revoir, Souad.